Bonjour à toutes et à tous, ici Dini. Bienvenue dans Vision Her, le podcast féministe qui éclaire les concepts, interroge les évidences et ouvre le dialogue pour avancer ensemble. Déconstruisons, débattons et bâtissons une réflexion collective. Si cet épisode vous inspire, partagez-le et abonnez-vous pour ne rien rater. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le second épisode de Vision Her. En lien avec le premier épisode introductif venant expliquer ce qu'est le féminisme de façon globale et succincte, aujourd'hui, nous allons rentrer davantage dans les détails en abordant les différents courants qui la composent. Toutefois, comme le mentionne Louise Toupin au sein de l'introduction de son ouvrage « Les courants de pensée féministes », la classification des courants de pensée est une façon arbitraire d'interpréter ces idées. Cette classification étant le reflet de représentation humaine de la pensée sociale, elle est sans doute vouée à changer au fil du temps. Souvent perçu comme un bloc homogène, le féminisme est en réalité un mouvement aux multiples visages, porteur de différentes idées et stratégies pour parvenir à l'égalité des sexes. Comme nous l'avons vu lors de l'épisode précédent, le but du féminisme étant de comprendre pourquoi et comment les femmes occupent une position subordonnée dans la société. Le féminisme s'est construit à travers plusieurs vagues et réflexions théoriques qui ont donné naissance à des courants distincts, parfois en dialogue ou parfois en opposition. Certains prônent des réformes légales, d'autres une transformation radicale du système économique et social, tandis que d'autres encore y vont s'intéresser aux dimensions culturelles et philosophiques du genre. Nous allons donc parcourir ces grands courants, comprendre leurs spécificités et discuter des débats qui les animent, tout en nous appuyant sur les travaux académiques récents et incontournables. J'ai décidé de dédier un épisode par courant féministe afin de réaliser des épisodes plus courts et dynamiques. Initialement, je souhaitais faire un seul épisode long regroupant l'ensemble des courants féministes, sauf que je me suis dit que ça serait peut-être moins attractif pour vous et ça vous donnerait peut-être bien moins envie de rester jusqu'au bout, au risque d'en apprendre moins. Donc voilà. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous préférez les épisodes courts et dynamiques ou si vous préférez les très longs épisodes. Donc que vous soyez déjà familier avec ces concepts ou que vous les découvriez pour la première fois, ces épisodes vous donneront une vue d'ensemble détaillée et accessible. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti! Avant de commencer, si ce sujet vous intéresse, retrouvez-moi sur Instagram, TikTok, YouTube et Spotify @VisionHer ou VisionHer2025 pour prolonger le débat. Bien, nous allons maintenant débuter. Donc aujourd'hui, nous allons débuter par le courant féministe libéral. Le féminisme libéral va naître au XVIIIe siècle, avec des penseuses comme Mary Wollstonecraft, avec son ouvrage A Vindication of the Rights of Women de 1792, ou alors Olympe de Gouges en 1791, en publiant la célèbre Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, qui était en réaction à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Cette dernière va déclarer « La femme naît libre et égale à l'homme en droit ». Globalement, ce mouvement s'inspire du libéralisme politique, qui prône l'égalité des droits et les libertés individuelles. Donc le féminisme libéral repose sur une idée simple. Les femmes doivent avoir les mêmes droits que les hommes, et cela passe par des réformes de la loi. En gros, on garde le système, mais on le corrige pour qu'il soit plus juste. Il va prendre racine dans un contexte de bouleversement majeur que représentent les révolutions françaises et américaines et la transition d'une société féodale à une société industrielle, avec aussi l'essor du capitalisme. Des figures emblématiques comme Betty Friedan ont grandement contribué à ce courant. Le féminisme libéral vise donc à mettre fin à la subordination des femmes en obtenant des réformes législatives et politiques. Selon ce courant, les inégalités entre les sexes découlent principalement de lois discriminatoires et leur modification permettrait aux femmes d'accéder aux mêmes opportunités que les hommes. Les féministes de ce mouvement militent pour des changements législatifs afin de garantir l'égalité des droits, notamment en matière de travail et d'égalité salariale, d'éducation et de participation politique.
Les féministes de ce mouvement cherchent à intégrer les femmes dans les structures existantes de la société en éliminant les obstacles légaux à leur participation. Cela permet ainsi de les laisser accéder aux opportunités économiques et sociales. Comme je l'ai dit, contrairement à d'autres courants féministes que nous aborderons plus tard, les féministes libérales ne remettent pas en cause le système, mais elles croient en sa capacité de réforme. Le féminisme libéral a joué un rôle crucial dans l'obtention de nombreuses avancées pour les droits des femmes. Les féministes libérales ont été des actrices clés dans les mouvements suffragistes menant à l'obtention du droit de vote pour les femmes dans de nombreux pays. Leur action a contribué à la mise en place de législation visant à assurer l'égalité des salaires entre hommes et femmes, réduisant ainsi les disparités salariales fondées sur le sexe. Le mouvement a milité pour l'accès des femmes à l'éducation, permettant ainsi leur entrée dans les universités et autres instances éducatives auparavant réservées aux hommes. Les féministes libérales ont travaillé à l'intégration des femmes dans le monde professionnel, ouvrant des carrières et des opportunités économiques auparavant inaccessibles. Le mouvement a contribué à des réformes légales garantissant aux femmes des droits civils égaux, tels que la propriété, le divorce et la garde des enfants. Elles ont aussi encouragé et soutenu la participation des femmes à la vie politique, menant à une représentation accrue dans les instances décisionnelles. Le mouvement encourage aussi une remise en question des rôles traditionnels attribués aux femmes. En favorisant l'accès des femmes au travail rémunéré, le féminisme libéral a contribué à leur indépendance financière et à leur autonomisation. Et finalement, le mouvement a œuvré pour que les femmes bénéficient des mêmes droits légaux que les hommes, éliminant ainsi de nombreuses inégalités juridiques. Ces avancées, obtenues grâce aux efforts du féminisme libéral, notamment à partir du XXe siècle, ont significativement amélioré la condition des femmes dans de nombreux domaines de la société. Mais pourquoi les femmes sont-elles toujours sous-représentées dans les hautes sphères du pouvoir, malgré des lois censées garantir l'égalité? Est-ce que le féminisme libéral a ses limites? Parce que bien que ce courant ait obtenu des avancées significatives, il est malheureusement critiqué pour plusieurs raisons. Tout d'abord, son approche trop individualiste globalement ne remet pas en question les structures sociales, capitalistes et patriarcales profondes qui sont intrinsèquement oppressives et maintiennent les inégalités. En effet, malgré l'instauration d'un nombre considérable de lois afin de favoriser l'égalité pour prouver que les femmes sont autant capables que les hommes, ces inégalités subsistent dans différents domaines. Par exemple, si nous reprenons le domaine du travail, il y a une surreprésentation des femmes dans les métiers du care, qui sont bien moins payés que d'autres métiers à dominance masculine, notamment le domaine des sciences, de la construction ou de la politique. De plus, il y a également la persistance du plafond de verre, où les femmes sont bien moins enclines à obtenir des postes prestigieux davantage rémunérés. Ces postes-là sont davantage prisés par les hommes. Malgré les textes qui garantissent l'égalité salariale, par exemple, une femme va gagner encore en moyenne entre 4 à 24% de moins qu'un homme. Donc il y a une variation au niveau du chiffre assez important, puisqu'en fait ça dépend sous quel angle on va analyser cette inégalité salariale. Faire changer la législation, c'est une très bonne chose. Toutefois, ce n'est pas parce que quelque chose fait loi que la loi est de fait respectée. Il ne suffit pas de loi antidiscriminatoire pour faire disparaître le sexisme, tout comme il ne suffit pas d'interdire le meurtre ou la torture pour que ces crimes ne se produisent plus. C'est en ce sens que la non-remise en cause de la société patriarcale peut être un frein dans le cadre de ce mouvement. Les inégalités proviennent non pas exclusivement d'une législation discriminatoire, mais bien plus largement d'une société discriminatoire. Ainsi, le problème ne vient pas que des lois, mais aussi des mentalités et des structures sociales. Donc c'est là que les critiques du féminisme libéral interviennent. Est-ce que la loi suffit vraiment pour changer les choses ou faut-il s'attaquer au fondement même du système? Au-delà de la non-critique sociétale, le féminisme libéral va avoir tendance à se concentrer sur les problèmes des femmes blanches de classe moyenne et vont négliger les expériences des femmes marginalisées.
Donc finalement, comme le souligne la sociologue Angela McRobbie dans son ouvrage The Aftermath of Feminism de 2009, le féminisme libéral peut parfois conduire à un faux sentiment d'accomplissement, masquant ainsi les inégalités persistantes. Ces critiques que je viens de vous soumettre, elles viennent d'autres courants féministes qui vont plus loin, comme les féministes radicales, socialistes marxistes ou intersectionnelles par exemple. D'ailleurs, on en parlera dans les prochains épisodes. Maintenant, qu'en est devenu le féminisme libéral aujourd'hui ? Le féminisme libéral, il a évolué avec son temps, notamment avec l'émergence du néolibéralisme. Donc ce mouvement-là va chercher à promouvoir l'autonomie économique des femmes à travers l'entrepreneuriat et l'égalité des chances dans le monde du travail. Donc on se concentre davantage sur le travail. À notre époque, ce courant entre complètement dans le cadre du mouvement Girl Boss qui va prôner l'autonomisation économique des femmes dans un cadre capitaliste. Donc parmi les critiques du féminisme néolibéral, il y a notamment l'instrumentalisation du féminisme par les entreprises, puisque de nombreuses entreprises vont adopter des discours féministes pour améliorer leur image de marque, mais sans nécessairement mettre en œuvre des politiques internes qui vont favoriser réellement l'égalité des sexes. Ça fait un petit peu penser au greenwashing par exemple, avec tout ce qui est biologique. Cette récupération du féminisme sert souvent des objectifs commerciaux plutôt que des avancées sociales significatives. Encore une fois, il y a l'exemple du greenwashing, mais il y a aussi tout ce qui est autour alors je ne sais pas le nom spécifique, mais LGBT washing, j'imagine. Je fais peut-être un néologisme, mais voilà, ça rappelle un petit peu l'instrumentalisation en fait de la plupart des causes par les entreprises afin d'en tirer du bénéfice. Il y a également l'empowerment de façade. Donc le concept d'empowerment est fréquemment utilisé pour promouvoir l'idée que les femmes peuvent surmonter les obstacles par leur seule volonté individuelle. Mais cette vision, elle occulte les structures systémiques d'oppression et place la responsabilité du succès ou de l'échec sur les individus, minimisant ainsi la nécessité de transformation sociale profonde. Puis finalement, il y a une critique au niveau de la reproduction des inégalités de classe et de race. Donc le féminisme libéral, il va privilégier les expériences des femmes blanches de la classe moyenne et il va négliger les intersections entre le genre, la race et la classe sociale. Et cette approche va perpétuer les inégalités existantes en ignorant les spécificités des femmes issues de minorités ethniques ou de milieux défavorisés. Donc encore une fois, comme vous avez pu le remarquer, les critiques inhérentes au féminisme libéral se retrouvent grandement au sein des critiques du féminisme néolibéral. Si vous souhaitez consulter des ouvrages afin d'aller plus loin au sein de ce mouvement qu'est le féminisme libéral, néolibéral, donc je vous conseille cette liste. Mary Wollstonecraft, A Vindication of the Rights of Women de 1792, John Stuart Mill, The Subjection of Women de 1869, Betty Friedan, The Feminine Mystic, 1963, Susan Moller Hawkins, Justice, Gender and the Family, 1989, Nancy Fraser, Fortunes of Feminism, 2013, Brown S., The Politics of Individualism, Liberalism, Liberal Feminism and Anarchism, et finalement Sexe-genre, classe-race, décoloniser le féminisme dans un contexte néolibéral de Jules Falquet, 2006. Je pense que je noterai l'ensemble de mes sources dans les descriptions. Donc c'est pas grave si vous n'avez pas forcément compris mon accent ou si j'ai été trop rapide pour citer l'ensemble de ces ouvrages. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous aura permis de mieux comprendre la richesse et la complexité du féminisme libéral. Je souhaitais savoir ce que vous pensiez du féminisme libéral. Est-ce que vous pensez qu'il a encore un rôle clé à jouer aujourd'hui ou alors il faut aller plus loin ? N'hésitez pas à poursuivre vos recherches sur ce courant et partager vos réflexions. La connaissance est le premier pas vers l'action.
Si vous avez des suggestions, vous pouvez me les écrire en commentaire, j'attends également vivement vos retours. On a parlé aujourd'hui du féminisme libéral, mais dans le prochain épisode, on va s'attaquer à un second courant du féminisme. Surprise, surprise. En tout cas, spoiler alerte, ce n'est pas du tout la même approche. Alors restez bien abonnés. Vous pouvez suivre le podcast sur Spotify, YouTube, Instagram et TikTok sur @visionher ou @visionher2025. Je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée et merci pour votre écoute, c'était Dini pour Vision Her.